Test, vas-y, parle. Ouais, c'est bon, tu m'entends là? Ouais, vas-y, Raoul. 1, 2, 1, 2. Ouais, tu es au courant, Raoul, que cet appel est enregistré. Tu es d'accord pour qu'il soit diffusé sur mon site, mon réseau social, mon Facebook, etc. Et tu changes les prénoms que tu veux, les villes que tu veux, les âges que tu veux et toutes les informations personnelles que tu veux. Ok, ça marche, je suis d'accord. Allons-y. Alors, je vais essayer de résumer une situation qui est assez complexe depuis quelques temps, depuis environ véritablement depuis 2012 de mémoire, c'est-à-dire 4 ans. Alors, je vais faire un petit flashback. À l'âge de 22 ans, j'aurai 40. Rencontre imprévue avec Sam, donc âgé de 35 ans, déjà marié en été. 22-35, donc plus 13. Voilà. Relation monogame, mais très occasionnelle. Donc, en gros, quelques week-ends ici et là pendant environ 9 mois. Bon, elle, en fait, elle a eu un gros flash amoureux, mais moi, c'était plus un plan de drague, en fait, d'été. Voilà, donc je suivais le truc, mais j'avais plus peu de relations, donc j'étais un peu... je débarquais un peu dans le truc. Et puis, bon, quand même, elle me contactait souvent, elle m'envoyait des cartes postales... jusqu'au jour où elle m'appelle et puis on discute d'une chose assez sérieuse, c'est qu'elle était, comme elle était mariée, elle attendait un enfant. Voilà. T'as entendu que je l'ai dit avant ? Non, j'ai pas entendu, excuse-moi. Eh ben, je l'ai dit avant. Je l'ai deviné, voilà. C'était évident. Voilà. Et donc, elle m'appelle, elle me dit, écoute, voilà, je suis maman maintenant, donc je mets fin à la relation. Et l'enfant, il est de toi ? Ça, on ne sait pas. Bah, moi, je pense qu'il est de toi. Possible, comme a priori pas possible, puisque j'ai quand même pris mes précautions. Mais bon, c'est pas garanti non plus à 100%. Donc, après, la grande question est là. Mais je vais développer un peu parce que il y a d'autres choses à suivre. Mmh. 2 ans après, je rencontre... Donc là, on parle d'il y a 18 ans. Ouais, il y a 18 ans. Donc on parle de 98, la Coupe du Monde. Ouais, ça doit être ça. Je suis pas trop fan de foot, mais ça doit être ça. Donc 2 ans après, je rencontre en fait sur les bancs de la faculté ma future ex-femme, Elodie, qui donc est juste âgée d'1 an de plus que moi et qui deviendra ma femme. Je sens que ce phone coaching va être intéressant. Ouais. On a eu une relation donc pendant 7 ans en fait où ça a été très linéaire, on va dire. Très chiant. Un milieu socio-professionnel très très semblable. Et puis en fait donc on s'est mariés au bout de 7 ans de vie commune. Et un jour, il y a quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça, sans trop prévenir, en 2009, où en fait j'ai fait une rencontre via Facebook sur un forum professionnel en fait européen, où une dénommée Svetlana, de 4 ans de plus que moi, est venue toquer à ma porte. Qu'est-ce qu'elle toque les Russes depuis une quinzaine d'années? Ah, tu disais? Ah, tu m'entends moins bien? Je t'entends, je n'ai pas entendu ce que tu as dit en fait. Je te disais, les Russes toquent beaucoup depuis quelques années, mais comme j'aime pas beaucoup répéter, vas-y, continue. Ouais. Ben, en fait, elle n'est pas russe, elle est bosniaque. C'est une slave, une yougoslave, mais c'est une slave quand même. Et en fait, au départ, ça a été juste bonjour, au revoir, comment vas-tu, bonne année, bon anniversaire, voilà. Et puis au fur et à mesure, insidieusement, elle s'est foutue dans la tête. Jusqu'au jour, être vraiment, finalement, avoir une relation épistolaire, mais très, très romantique. Mais bon, ça reste un peu le fantasme, parce qu'elle était loin, parce que c'était compliqué. Mais j'aurais bien aimé la voir quand même. J'avais fait deux, trois invitations à peut-être passer des vacances. La voir, L-A plus loin, voir ou L apostrophe?
la voir, oui, la voir. La voir déjà, et c'est vrai qu'elle, je pense que je suis tombé très rapidement amoureux. Ouais. Et c'était un fantasme parce qu'elle était loin et je me suis toujours un peu interdit d'aller plus loin, même d'aller la voir comme ça, plus loin dans son pays. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, 3 ans après, elle me fait, en gros, 1 mois avant d'arriver là où j'habite, dans la ville où j'habite, elle me fait, bon, écoute, dans 1 mois, là, je viens, je vais prendre des cours de français pendant 1 mois. Est-ce que tu peux me trouver une location? Donc, ce que j'ai fait, et puis, mon ex-femme était même au courant, hein, j'étais très transparent par rapport à ça. Jusqu'au jour où elle est venue et il s'est passé ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, je me suis dit tout est possible. Sauf qu'il faut après arriver à gérer tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire que ça devient après compliqué dans le sens où finalement il y a donc ce triptyque où l'une n'est pas légitime et ça la fout mal à l'aise et donc elle Qui n'est pas légitime Qui n'est pas légitime? Et à l'époque j'étais marié, donc. Mais je ne comprends pas la position de ta femme dans cette histoire. La position de ma femme, en fait, c'est qu'elle a été mise au courant après coup, mais elle n'était pas au courant de la relation, elle n'était pas au courant de l'adultère. Tu m'as dit le contraire il y a 2 minutes. J'ai dit que cette fille venait, mais je n'ai pas craché ma valda. Elle pensait que c'était une relation, purement amicale, en fait, au départ. Une relation platonique à distance avec une Russe. Écoute. Donc tu la prends vraiment pour une conne, en fait. Mais je pense qu'au contraire, elle a été extrêmement amoureuse. Elle m'a laissé faire beaucoup de choses. Mais malheureusement, je pense que elle en a payé le prix fort. Moi, je me retrouve dans une situation aussi où c'est compliqué parce que maintenant, c'est un peu. On discutera après, mais il y a eu beaucoup d'autres choses après entre-temps. Donc le truc se fait ainsi, où moi je peux pas, j'ai l'autre dans la peau, donc je vide mon sac, donc bien sûr c'est Hiroshima à la maison. J'essaye de gérer quand même le truc, de revenir à la raison, et puis malheureusement le mal est fait. Donc à un moment donné, je veux en avoir vraiment le cœur net. Donc je suis très transparent en fait avec mon ex-femme, parce qu'on est divorcés désormais. Je lui dis écoute, malheureusement je vous aime toutes les deux, je pense, mais différemment. Il y en a une où c'était très construit, c'était très prodigue finalement, c'était respectueux et ça s'était très bien passé pendant à peu près 15 ans. Dans un autre cas, c'est vraiment un sentiment de liberté, un sentiment de fougue, un sentiment d'amour fou, mais qui est très compliqué à gérer parce que c'est distant, parce que au final un peu chimérique quand même. Donc je suis allé voir donc Svetlana pour son anniversaire, en partant avec un copain là-bas. Et à ce stade-là, quand tu es allé la voir pour ton anniversaire, à ce stade-là, votre relation c'était quoi exactement? Notre relation, c'était que moi, j'avais des sentiments pour elle, mais le problème, c'était gérer le quotidien matériel en France. Non, mais qu'est-ce qui se passait concrètement entre vous? Vous couchiez ensemble? Oui, à l'époque, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais le problème, c'est qu'elle mettait de la distance, parce que j'étais marié, parce que j'avais des enfants, parce que tout ça. Donc je pense qu'elle voulait pas se retrouver embringuée dans un truc compliqué comme ça. Le truc étant, donc en allant là-bas, ça a été, en fait, après, une fois que je suis allé là-bas, et après, pendant à peu près, on va dire 4 ans, ça a été du je t'aime moi non plus. Ça a été, elle a finalement
elle avait du moins jusqu'à pas si longtemps une très bonne situation professionnelle là-bas. Donc en fait, elle s'organisait, mais finalement plus suivant ses désirata que suivant moi mes possibilités aussi. On parle de Svetlana ? Et ouais, tout à fait. Ouais. Et le problème finalement est le suivant, c'est qu'à chaque fois, elle n'arrivait pas à voir, mais ça je pense que c'est un problème aussi culturel, elle n'arrivait pas à voir finalement que moi j'essayais de finalement tout gérer, c'est-à-dire de gérer mon divorce, de gérer mes enfants en garde alternée, de gérer aussi la possibilité de pouvoir au moins déjà la voir et essayer d'établir un semblant de relation même très distante. Voilà. Donc ça c'est le truc on va dire de fond pendant 4 ans où il y a des ruptures, où on se remet en contact parce qu'il y a toujours cette obsession, finalement oui, ce one it quoi, un peu. Je comprends pas. Pendant 4 ans, vous êtes vu à quelle fréquence ? Raisonnablement, ça dépendait. Il y avait des fois où j'y allais à peu près une fois par mois, une fois tous les mois et demi. 3-4 fois d'affilée, et puis il y avait des fois, c'était 1 fois, 2 fois d'an, quoi. Donc ça fait pas beaucoup. Mais en fait, il y a eu jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en fait, j'étais dans ce truc à vouloir quand même toujours essayer de raccrocher les wagons. Et à chaque fois, c'était des fois, en fait, des ruptures, c'était souvent elle quand même qui les amorçait, ou ça venait d'elle, soit par une jalousie excessive, soit par, une volonté de ne pas se projeter avec moi sur des réalités, en fait, à devoir quand même suivre. C'est-à-dire que moi, j'ai un boulot hyper prenant, je peux pas non plus, je pouvais pas me libérer aussi facilement que elle pouvait éventuellement le faire. Ou si je devais me libérer, je devais avoir donc du personnel pour prendre ma relève. Je ne pouvais pas au pied levé, comme elle pouvait le faire, me libérer de mon travail pour passer du temps avec elle pendant, par exemple, les vacances d'été. Donc ça a toujours été un reproche d'être en décalage, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Sauf que j'ai fait des choses, en fait, pour elle, à savoir, à un moment donné, j'ai réservé véritablement, complètement, il y a 2 ans, toutes mes vacances d'hiver avec elle, en m'arrangeant pour faire garder mes gamins par mes parents pendant que je les avais normalement. J'ai payé le billet, j'ai pu faire un programme de ouf, et au final, à me planter juste parce qu'elle a pété un plomb à un moment donné un matin. Je recevais en fait mes enfants et un groupe d'amis pour faire un semblant de Noël avant de congédier mes gosses. Et ça, elle ne l'a pas vu. Je pense que c'est malheureusement, vous ne voulez pas le voir. Et ça a toujours été dans ce genre de relation où finalement, moi je me retrouve à faire tout mon possible et elle, finalement, pour une anicroche, fait péter la baraque. Le problème étant que l'hiver dernier, il y a vraiment eu un shift de ma part à un moment donné sur le respect, évidemment la prise de conscience du respect qu'elle avait par rapport à moi. L'absence de respect, tu veux dire. Tu disais, je n'ai pas entendu, excuse-moi. L'absence de respect, je voulais dire. Tu veux dire. Oui, exactement. Et là, ça a été un point culminant dans le sens où elle m'a carrément injurié vraiment directement et vraiment crade du genre. Elle m'a dit tu peux aller t'enculer toi-même ou un truc du genre. Et ça, il y a eu vraiment ça a été en gros un passage, on va dire, dans une autre dimension où maintenant je me pose véritablement des questions sur est-ce que c'est juste à distance? Est-ce que c'est juste l'envie plus forte que tout et un caractère complètement impétueux qui l'a fait ne pas se rasséréner et avoir toute sa tête? Ou est-ce qu'elle est profondément barjo, quoi? Donc là, c'est déjà la grande interrogation. Deuxième interrogation, j'avoue que de ce fait-là, j'ai eu une période, en fait, où ça a été compliqué pour cette période de Noël passée, mais parce que j'ai passé en gros tout seul, mais finalement, le manque était plus aussi présent, probablement du fait de cette interjection de...
Je ne comprends pas dans ton scénario, écoute-moi, je ne comprends pas dans ton scénario où revient la première maîtresse. Tu disais, j'ai pas compris. Je ne comprends pas dans ton scénario. On revient à la première maîtresse. J'y viens. C'est que... Celle de 13 ans de plus que toi, qui a maintenant donc 53 ans. J'y viens. Pour terminer la boucle. C'est que, en fait, pendant cette période-là de décembre à maintenant, on a repris contact, mais de manière complètement fortuite. Cette fille-là, en fait, était sur LinkedIn, comme moi, donc réseau social professionnel. Et en fait, j'ai juste regardé son profil pour voir un peu ce qu'il en était, et ça j'en suis sûr, sans avoir cliqué sur la demande de mise en rapport, parce que je me suis toujours refusé de le faire, puisqu'on avait coupé tout contact. Et comme par hasard, je me reçois un truc avec marqué « Sam vient d'accepter votre invitation ». Et on a commencé à rediscuter. Et je l'ai revue pour savoir en fait quels étaient ses sentiments, quelle était sa position par rapport à notre histoire passée. Et je pense que c'est comme mon premier jour. C'est-à-dire qu'elle est encore folle amoureuse. Elle est beaucoup plus, 10 fois plus cool, arrangeante, équilibrée, mais aussi formatée, parce qu'elle est française, donc à tout ce qui est notre culture et notre rythme de vie aussi, qui impose que on peut pas se mettre au pied de l'autre pour un oui, pour un non, uniquement pour ses beaux yeux. Et ça, je pense que c'était le problème, un des problèmes fondamentaux avec Svetlana, qu'elle n'arrivait pas à voir. C'est que pour elle, l'amour devait passer avant tout, sauf qu'il y a un moment donné, il y a quand même des contraintes matérielles et personnelles qui peuvent pas se tendre. Non mais ça, tu tombes dans le baratin idéologique et la manipulation de masse féminine, et féministe d'ailleurs. Les femmes sont beaucoup plus pragmatiques que nous, et quand elles te lancent de l'amour à la figure, c'est comme si on te lançait du sable dans les yeux pour t'éblouir, pour que tu n'y vois plus et pour te faire un croche-patte par derrière. Enfin, l'amour dans la bouche d'une Russe, j'attends toujours qu'on me le montre. Hein. Et pourtant, j'ai lu et relu mon Anna Karénine. Hein. Ouais. L'amour dans la bouche d'une Russe se mesure à ce que tu lui offres et pendant combien de temps elle peut le garder après ta mort. D'accord. Bon, en gros, c'est purement matérialiste. C'est bien malheureusement ce qui me semblait au bout d'un certain temps. J'avais cru bien comprendre ça, mais bon. Je voulais avoir un avis éclairé, tiers et professionnel et aguerri pour bien enfoncer le clou, on va dire. Bah, l'avis aguerri, même un avis non aguerri aurait vu que ta relation avec ta Russe est une non-relation. Ouais, mais comment peux-tu... Alors, après, comment peux-tu expliquer qu'il y a des sentiments, on va dire même, Alors, je pense qu'après, c'était plus un besoin de liberté de sortir de mon couple précédent, où j'étais pas heureux, je pense. Bah, manifestement, le diagnostic que je ferai, et qui est un peu dicté par l'instinct, l'instinct étant la sédimentation par strates d'expériences plus ou moins digérées, plus ou moins conscientisées. Ce que mon instinct aujourd'hui, donc ma stratification d'expériences conscientisées te dirait, c'est que tu as probablement tout fait dans le bon sens, mais pas au bon moment. Tu as le CV sexuel et amoureux d'un mec qui a jamais eu le bon timing sur rien. D'accord. C'est-à-dire que tu as fait des relations qui, comme toute relation marquante, t'ont constitué, t'ont formé et déformé, car le but d'une relation est de te former et de te déformer alternativement. On est hommes légaux comme les femmes sont femmes légaux, même si nous on l'est un petit peu moins. Mais le problème, c'est que tu as toujours été dans le mauvais timing. En fait, tu as chanté juste, mais tu as chanté juste à contre-temps. Okay. C'est-à-dire que donne-moi les prénoms de ta femme, enfin des faux prénoms pour ta femme et pour ton aîné. Alors, donc la première amende, c'est Sam. Sam, ok. Ensuite, donc mon ex-femme, Elodie. Oui. Donc Svetlana.
Toi, tu as rencontré, donc tu t'es constitué sur une séquence Sam, Elodie, Svetlana, alors que la séquence qui t'aurait convenu, c'était probablement Svetlana, Sam et Elodie. C'est-à-dire que tu as fait 1, 2, 3, il fallait faire 2, 1, 3. Il fallait faire l'ordre que je viens de formuler. C'est-à-dire que tu as connu, rappelle-toi, l'amour, c'est une combinaison aléatoire d'Eros, Philia et Agapé. Eros étant le désir, Philia, l'amour filial, la création de foyer, et Agapé, l'adoration et le divine. L'adoration, l'admiration et le sentiment de divin. Tu as, dans ton trio amoureux, tu as Philia avec Elodie. Tu as Eros avec Svetlana et Agapé avec Sam. D'accord. Mais tu as toujours été au mauvais âge, au mauvais moment. Tu as été marié avant de t'être dévoyé suffisamment et avant d'avoir réussi à construire une monogamie plurielle, et donc tu t'es retrouvé dans une espèce de double vie, et donc à enfreindre le contrat de monogamie tacite que tu avais, enfin tacite et d'ailleurs même plus que tacite que tu avais eu avec ta femme, parce que vous n'étiez pas assez mûrs quand vous vous êtes mis ensemble pour vous mettre dans la seule monogamie qui puisse tenir, qui est une espèce de monogamie où le tiers existe. Parce qu'on ne peut pas avoir, comme je l'ai expliqué en séminaire, on ne peut pas avoir monogamie, désir et enfant au maximum. Monogamie, désir et enfant sont des variables, et donc monogamie fois enfant fois désir égale constante. C'est-à-dire que quand un couple très très monogamique et très exclusif doit lâcher soit sur les enfants, soit sur le désir. Et inversement, un couple dont l'objectif, dont le secret agenda, dont la feuille de route est d'élever les enfants dans les meilleures conditions possibles, dans le plus grand confort possible et dans le plus grand nombre possible, est un couple qui doit lâcher soit sur la monogamie, soit sur le désir. Et un couple qui veut vivre d'Eros ne peut pas également être totalement monogamique et avoir plein d'enfants. Il y a deux grandes règles de sociologie quasi mathématique entre les hommes et les femmes, c'est monogamie fois désir fois enfant égale constante, et beauté fois intelligence fois disponibilité égale constante. La seconde règle étant la règle de la séduction, enfin de la rencontre, et la première la règle du couple. Je répète pour ceux qui écoutent et qui prennent des notes, en rencontre, beauté fois intelligence fois disponibilité égale constante. C'est-à-dire qu'une personne n'est jamais très belle, très intelligente et très disponible en même temps. Soit elle est belle et intelligente et elle n'est pas dispo, soit elle est belle et dispo mais conne, soit elle est intelligente et dispo mais moche. Voilà. Et le pendant de cette règle en couple, c'est monogamie fois désir fois enfant égale constante. Soit tu as une vie pleine d'éros, pleine de pulsions sexuelles, mais alors tu ne peux pas avoir des enfants en bas âge, ni en moyen âge, qui ni en âge moyen, ni d'âge moyen, qui te courent dans les pattes, qui se mouchent partout et qui on va dire, détruisent et façonnent votre univers à leur hauteur. Si tu veux une vie pleine d'enfants et te sacrifier à eux, tu vas perdre le désir ou la monogamie. Tu vois, il y a toujours un sacrifice, c'est une composition de 3 variables avec un sacrifice à faire. Et toi, tu es un homme intelligent, ça s'entend à ton élocution, ça s'entend à la structuration de tes expériences, ça s'entend à ton champ lexical, ça s'entend à ton vocabulaire, ça s'entend au fait que tu comprends vite et que tu as de l'humour. Mais le problème, c'est que tu as eu un énorme souci de timing. Et tu as pris toutes tes relations dans le mauvais sens. Alors, est-ce que je peux... Tu étais trop jeune pour apprécier Sam. Ouais. Et tu aurais dû rencontrer Svetlana avant ta femme. Ouais, mais je crois que t'as bien diagnostiqué le truc. Ouais, je suis pas trop mauvais sur ce genre de truc normalement. Ouais. Est-ce que je peux me permettre de te parler de quelque chose qui va peut-être faire te parler? Vas-y. C'est psychogénéalogie. Ça te parle ou pas? Du tout. Tu regarderas, il y a un auteur qui s'appelle Juliette Allais qui en fait a écrit là-dessus et qui en fait ce qu'on appelle aussi un peu la mémoire cellulaire. Alors, je suis quelqu'un de très cartésien étant scientifique de formation, mais j'avoue que je me suis laissé quand même tenter. Alors, ça n'explique pas tout, mais il y a quand même des choses intéressantes à esquisser, on va dire.
par rapport à ça. J'ai essayé de faire aussi en parallèle, dans ces 3 à 4 dernières années, une petite, on va dire, analyse personnelle, en allant voir un psychologue. Et en fait, psychogénéalogie, je retrouve des traits très marqués, enfin, assez semblants, on va dire, avec mon grand-père maternel, que je n'avais jamais connu, et qui, comme par hasard, en fait, est décédé 1 an avant que je naisse. Donc la réflexion que j'ai eue, c'est est-ce que je ne me suis pas retrouvé être la projection en fait, maternelle donc, du père de ma mère décédée, qu'elle a voulu en fait remplacer par moi-même, sachant que finalement on a des traits de caractère assez, des caractères de vie, on va dire, grosso modo, qui sont quand même semblables. À savoir qu'il a été marié avec une femme qui ressemblait à la mienne et il a eu des amants. Lui, il en a eu beaucoup plus que moi. C'est qu'il avait plus de statut, plus de prestige ou plus d'argent? Peut-être, mais ça, et puis le fait même dans le fait de caractère, voilà, un esprit festif aussi, tout ça. Alors je dis pas, ça n'explique pas bien sûr tout, mais c'est intéressant de voir comme quoi il y a peut-être une part d'inconscient qui a été apportée aussi par mes parents, probablement peut-être par ma mère, qui m'a été léguée aussi là-dessus. Et peut-être que j'ai finalement reproduit ou essayé de corriger peut-être quelque chose en reproduisant finalement quelque chose qui ne m'était pas complètement indifférent. Enfin, complètement, écoute, moi les seules hypothèses qui m'intéressent sont les hypothèses que l'on peut démontrer. Le problème des mondes parallèles, c'est que moi je ne connais qu'un monde, c'est le monde dans lequel nous vivons. Tout à fait. Donc l'avantage du monde dans lequel nous vivons, c'est qu'il permet de valider les hypothèses. L'inconvénient des mondes parallèles, c'est qu'il ne permet jamais de valider les hypothèses et donc qui permet à n'importe qui d'en faire. Tout à fait. Mais je te dirais qu'après, j'en ai quand même parlé à un psy et là vraiment un médecin psychiatre, il m'a dit son analyse, ben, c'était moi tout seul qui me suis posé des questions et qui essayait d'accoucher de ça. Il m'a dit c'est pas complètement impossible. Le rôle d'un psy n'est pas de te dire la vérité ni de te dire la logique. Le rôle d'un psy est de te faire te sentir mieux. Un peu comme quand tu vas chez le médecin. Ton but est de sortir du médecin non pas en comprenant le fonctionnement anatomique et logique de ton corps, mais en te sentant mieux. Personne ne demande à son médecin un cours de médecine. On demande à son médecin de ne plus avoir mal. Tout à fait. Et si tu veux, d'une certaine façon, pour moi, essayer d'avoir même un semblant d'explication un peu, on va dire, tangible, voilà, m'a permis de me dire, ok, bon, il y a peut-être une raison aussi, entre guillemets, être responsable mais pas être coupable. Oui, mais là, tu es dans une démarche qui t'est personnelle et qui t'est peut-être nécessaire, mais qui n'est pas la mienne. Tu es dans une démarche de te mettre en paix avec toi-même et de te sentir mieux. Moi, je ne suis pas là pour t'aider à te sentir mieux, je suis là pour remettre de la logique dans des séquences émotionnelles et sexuelles où on a l'impression qu'il n'y en a aucune. Donc voilà, moi, mon but, c'est que ça soit clair et logique à la fin, comme de la science, comme des maths. Voilà, c'est ce qui énerve d'ailleurs tant les femmes, c'est qu'elles ne supportent pas qu'on soit logique avec les émotions, parce que comme ça, avec la bonne couche de brume qu'elles nous mettent par-dessus, on n'y comprend plus rien, on ne peut plus jamais discuter, on a toujours tort, et les règles changent tout le temps. Donc moi je dis que les règles ne changent pas tout le temps, et que quand on fait une hypothèse dans le monde réel et pas dans le monde de la méditation transcendantale, on peut la vérifier. Donc moi, mon hypothèse, c'est que tu n'as rien de pervers, de malsain ou de bête, tu es tout à fait sain et normal, mais tu as joui de malchance, au sens où tes 3 relations constructrices, ton trio amoureux, le seul dont tu me parles, et je pense que tu as eu d'autres femmes dans ta vie, mais tu me parles de celui-ci, se superposent au triangle, non pas celui des billets de banque, non pas celui avec l'œil dedans, mais au triangle Eros, Philia, Agapé. C'est-à-dire le constituant, le substrat de l'amour dans la Grèce antique, qui, on le rappelle, tablait, fonctionnait, reposait sur de l'amour physique, de la divination, le respect du divin, c'est-à-dire l'admiration, et la construction d'un foyer, d'une famille, l'amour filial, l'amour pour ses proches, pour ses parents, pour ses enfants, pour son alter ego. Et tu as eu ces 3 relations constructrices qui, au lieu de te construire, t'ont déconstruit, car tu les as malheureusement vécues dans le mauvais sens.
C'est-à-dire que tu as eu d'abord une femme que tu respectais car elle était ton aînée, mais pour qui tu ne nourrissais pas un héros, avec qui tu ne voulais pas construire. Ensuite, tu as eu une relation avec qui tu voulais construire, mais où l'héros et l'admiration la pelote s'est défaite, ça s'est dénoué, parce que vous étiez trop jeune et que votre relation a été, je pense, trop tacitement monogamique, et vous n'avez pas rediscuté de cette fameuse équation dont chaque couple devrait parler, qui est monogamie fois désir fois enfant égale constante. Et après, tu as eu la Svetlana qui est arrivée avec son logiciel orthodoxe de femme russe, Anna Karénine, où la vie doit être une espèce de drame sans cesse renouvelé, et où les hommes sont à la fois son sauveur et son cloître. Et tu n'as pas su, en fait, tu as ressenti en fait elle te faisait sentir homme, elle te faisait sentir complet, et elle te faisait te dépasser. Mais à la fin, tu as compris que c'était une relation impossible, car ces femmes sont impossibles de toute façon. Ouais. Et résultat, aujourd'hui, tu es plus ou moins complet et aguerri, mais tu es seul comme un couillon. Exactement, tu as tout compris. Enfin, après, je peux éventuellement, je pense, retenter l'aventure avec ça. Ce serait... mais voilà, après, le problème des sentiments, c'est compliqué, parce que ça s'est un peu réchauffé après l'émission. Ah ben, je pense que, pour être tout à fait cru et tout à fait, encore une fois, logique des émotions, je pense que si Sam n'a pas réussi à faire cranter votre relation vers autre chose à 35 ans, c'est pas à 53 qu'elle va y arriver. Après, il y a des projets quand même qui peuvent être sympas, donc à voir. Mais c'est vrai que là, il faudrait que j'en sois vraiment conscient. Je répète que, à mon avis, si vous n'avez pas cranté à 35 ans, ça va être difficile de cranter à 53. Ouais. Et t'as reçu sur ça. Autre chose ? Non, mais écoute, je crois que t'as fait une super analyse. Enfin, voilà, tu m'as ouvert au moins déjà, on va dire, entrouvert une autre porte. Et je coûte moins cher qu'un psy. Hein. C'est vrai. Parce que pour arriver au même résultat avec un psy, il faut 50 séances. Ah, mais chapeau, la méthode Stéphane est plutôt probante. Tu es VIP ? Oui, tout à fait. Eh ben, tu rappelles quand tu veux, jusqu'à une fois par semaine. Super sympa, passe une bonne soirée. Merci, salut. Merci, au revoir.